Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TVM Est Parisien dans notre magazine C'était hier. Notre invitée aujourd'hui est Madame Odette Niles. Madame Odette Niles, bonjour. Bonjour. Vous étiez résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, destinataire du dernier billet écrit par Guy Moquet. Vous présidez aujourd'hui l'amicale de Châteaubriand-Veuve-Rouillé. De façon inattendue, durant toute la campagne de l'élection présidentielle, on a beaucoup parlé de Guy Moquet, notamment parce que son nom fut cité à de multiples reprises par le candidat Nicolas Sarkozy. Et cette exploitation de l'image de Guy Moquet vous a particulièrement choqué, pour ne pas dire scandalisé. Nous allons y revenir dans la seconde partie de notre entretien, mais auparavant, il convient de rappeler qui était Guy Moquet et comment vous l'avez rencontré. Guy Moquet est un jeune homme de 16 ans, lorsqu'il est arrêté ce dimanche 13 octobre 1940 à la gare de l'Est par des policiers alors qu'il distribue des tracts du Parti communiste. Emprisonné dans un premier temps au camp de Fresnes, puis de Clairvaux, il est finalement transféré au camp de Châteaubriand, situé au carrefour de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et c'est dans ce camp où vous êtes également emprisonné que vous allez faire sa connaissance, un camp où les hommes et les femmes sont séparés par une clôture de barbelés. Alors pourquoi vous-même étiez-vous à cette époque dans ce camp? C'est-à-dire, moi j'ai été arrêtée au cours d'une manifestation anti-allemande à Paris. Parce que Guy Moquet, lui, a été arrêté parce qu'il était aussi un jeune communiste. Et moi, je faisais partie des jeunes communistes qui étaient contre l'occupation allemande. On a organisé une manifestation, plusieurs manifestations, le 14 juillet notamment sur les grands boulevards. Et puis ensuite, une manifestation le 13 août 1941 qui a été dénoncée. Et on a été arrêté par la police française au métro Richelieu-Drouot. La police française nous a remis aux mains des Allemands. On est passé en cour martiale allemande vers le 15 ou 16 août. Et il y a eu 3 condamnations à mort. On a été arrêté à 17 jeunes de moins de 20 ans. Donc 3 condamnations à mort. Les premières petites affiches, dans les toutes premières petites affiches, justice, Ségonaire, Apina. À partir de ce moment, je suis partie pour la prison de la Requête. Les hommes sont partis à la Santé. Et on s'est retrouvés avec les 4 qui avaient été condamnés à Châteaubriand dans le train qui nous conduisait à Châteaubriand. Arrivé à Châteaubriand, on s'est retrouvés dans un immense camp. Il y avait 600 et quelques internés. Un immense camp qui était séparé en 3. Il y avait un camp P1, un camp P2, un camp P3. Et dans cet immense camp, quand on est arrivé, nous on est arrivé le soir avec les chiens, les gendarmes, etc., les gendarmes français. Et on a entendu, quand on est arrivé dans notre baraque, on a été très 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 émus, c'est de trouver sur ces espèces de tables qui nous servaient des petites boîtes de conserve avec des marguerites que les gars avaient cueillies dans le camp et avaient mis sur nos tables. Parce que c'était la première fois que des femmes arrivaient dans ce camp. Ensuite, nous, on est allé voir à la barrière comment était le camp P1, puisque le camp P1, il y avait quand même des hommes qui avaient été arrêtés depuis 1939. Il y avait des députés, des dirigeants syndicaux. Il y avait notamment Charles Michel qui était député. Et c'est là, à la barrière, que vous avez rencontré Guy Moquet, que vous avez fait sa connaissance? Alors là, on a rencontré ces hommes-là, vous voyez. Alors moi, j'ai retrouvé les gens de Drancy, puisque je suis native de Drancy, les gens de Drancy, d'ailleurs, sur certaines photos, je figure avec un groupe, et c'est un groupe de gens de Drancy. Et il y avait aussi Jean-Pierre Timbaud, il y avait Granet, Désiré Granet, il y avait Claude Poulmar. C'était tous des dirigeants de syndicats qui avaient été arrêtés pour leur activité politique. Alors on a fait connaissance avec un groupe de jeunes, dont était Guy Moquet. Alors, c'est-à-dire qu'on se retrouvait fréquemment à la barrière, dans la mesure où on se retrouvait pour... Bon, il y en a un qui jouait de l'harmonica le soir, parce qu'on n'avait pas le droit on avait extinction des feux à 9h. Et alors, il y en a un qui jouait de l'harmonica le soir, qui jouait la Belle Nuit de Rameau, qui jouait tout un tas de choses, parce qu'on n'avait pas le droit au chant révolutionnaire, ça absolument pas, fallait pas, c'était interdit par la direction. Bon, et puis on parlait, on se racontait les derniers films qu'on avait vus. Et on vous laissait discuter comme ça entre hommes et femmes Non, c'est-à-dire le camp était séparé. Il y avait une barrière en châtaignier, une barrière qui faisait 1,52 m, et 1 mètre de terrain, et un barbelé. Alors nous, on était du côté barbelé, et les gars étaient du côté, vous voyez. Alors,
on se parlait, on pouvait se parler, on se racontait, enfin vous voyez, les derniers films qu'on avait vu jouer, on ne parlait pas trop politique parce qu'on faisait attention s'il y avait des mouchards ou il y avait des gars qui étaient capables de raconter certaines choses. Vous voyez par exemple Claude Lallet, qui était au camp de Châteaubriand, qui était parmi les jeunes, il venait de se marier, il avait 6 mois qu'il était marié, et Claude Lallet avait été un des premiers quand le professeur Langevin a été arrêté, il a été un des premiers à organiser cette manifestation dans Paris des étudiants. Et quand je l'ai su qu'après la guerre, vous voyez, mais on n'a jamais parlé de ça non plus au camp, vous voyez. Pourtant, j'avais participé à cette manifestation. Quelles étaient les conditions de vie dans ce camp? Vous nous avez dit que vous dormiez sur une espèce de paillasse, dans un vulgaire sac de couchage. Comment vous viviez? C'est-à-dire, au début, on avait nos vêtements à nous, mais les vêtements sont usés, on avait des sabots. On avait des sabots parce qu'on n'avait plus de chaussures. On était vraiment, même les hommes étaient mal habillés, ils avaient des vieux vêtements militaires, etc. Des fois, la Croix-Rouge apportait certaines choses, mais enfin, c'était vraiment des vêtements usés, vous voyez. Par exemple, le Guy Moquet avait un pullover gris, je l'ai toujours connu avec ce pullover gris, alors des fois, il quittait, il l'avait. Il faut dire que quand on est arrivé, les hommes étaient quand même se sont mis un petit peu sur leur 31, vous voyez. Ils se peignaient, ils se lavaient, etc. Alors qu'avant, c'était un petit peu... Il aurait dû laisser aller. Voilà. Et alors, les jeunes, surtout, vous voyez, ils avaient... parce qu'il y en a, ils mettaient leur chemise sous le pas sous le matelas, sous la paillasse, pour qu'elle soit repassée, vous voyez, il n'y avait pas de conditions spéciales. Comment se passait la journée dans le camp? On avait organisé quand même, il fallait organiser parce qu'on ne pouvait pas rester inactif pendant des journées entières. Et alors comme on avait des gens, on avait des professeurs, on avait des profs d'anglais, on avait des profs de français, on avait des gens qui étaient vraiment... par exemple, dans ma baraque, moi, il y avait une vieille camarade qui était d'Ivry, elle avait 60 ans, à peu près. Elle n'avait jamais été à l'école, vous voyez, à cette époque. Alors, elle a appris, c'est au camp qu'elle a appris à lire et à écrire, vous voyez. Bon, mais il y en a d'autres qui se sont perfectionnés. Je vais vous dire, moi, par exemple, j'ai appris la sténo à l'époque, ça ne me servait à rien, mais enfin, j'ai pris la sténo. Après, j'ai servi de professeur aux autres, vous voyez. Quand on apprenait quelque chose et qu'on le savait bien, on servait de professeur aux autres. Alors ça veut dire qu'on avait des tas de professeurs, vous voyez, pour enseigner. Alors on faisait ses cours. Après, on avait obligatoirement, on avait la gym le matin. Alors on avait des profs de gym, on avait Auguste Delaune, qui était un champion extérieur, lui, d'athlétisme, en athlétisme. Et Auguste Delaune faisait, dans le campéen, faisait faire la gym aux gars. C'était pas toujours facile, parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas se lever le matin. Allez hop, fallait obligatoirement. Et nous, c'est pareil, mais alors, pas une gym trop forte, parce que comme la nourriture était infecte, il ne fallait pas non plus, mais il fallait quand même s'entretenir. Hein. De votre rencontre avec Guy Moquet naît une idylle amoureuse? C'est-à-dire, quand on est arrivé, il y avait un groupe de jeunes. Il y avait Rino Scolari, qui a été lieutenant-colonel à la Libération, parce qu'il s'est évadé. Il y avait Roger Semat, et il y avait Guy Moquet. Bon. Quand on est arrivé, on était un groupe de filles. Les gars, bien sûr, quand on a 17 ans et 18 ans, on cherche l'aventure, hein, en quelque sorte. Mais vous savez, les filles de notre temps, c'est quand même 2 générations qui nous séparent. Et on n'avait pas du tout les mêmes conceptions que les jeunes ont maintenant. D'abord, nos parents, tout en étant des gens qui nous donnaient une certaine liberté, n'auraient pas permis, vous voyez, nous éduquaient pas, nous racontaient pas tout ce qu'on apprenait, c'était par la rumeur, hein, on ne savait pas exactement. Alors, Guy, un jour, me dit, tu sais, j'aimerais bien, quand on sortira, on pourrait peut-être sortir ensemble. Je dis, oui, mais tu sais, on n'est pas prêt de sortir encore, parce qu'on voyait que la situation, il y avait eu un poste au camp, vous voyez, qui était caché, et on se rendait bien compte que la situation était critique et qu'on en aura encore pour un bon moment. Alors je dis, écoute, on verra. Puis un jour, Guy me dit, oh écoute, j'aimerais bien, mais quelques temps après, j'aimerais bien que tu me fasses un patin. Et moi, qui ne savais pas du tout ce que c'était, je me disais, qu'est-ce que ça peut être que ça, Oh, je lui dis, si tu veux. Mais je rentre dans la baraque, puis je dis à mes copines,
Je dis, qui c'est qui t'a dit ça? Parce que les camarades qui étaient déjà âgés, vous voyez, elle dit, qui c'est qui t'a dit ça? Ben, je dis, c'est Guy. Alors j'aime mieux vous dire qu'il a dû se faire disputer parce que les filles, elles n'aimaient pas qu'on nous raconte des histoires. Ils nous ont tellement raconté d'histoires, les gars, vous savez, bon, que on savait pas, nous, on était vraiment naïves, hein, on était nounous même, hein, Comment envisagiez-vous l'avenir à cette époque précise dans le camp L'avenir, au début, c'était noir. Hein. On ne se rendait pas bien compte, on se rendait bien compte au contraire qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives. Mais on écoutait, il y avait un poste qui était entré dans ce camp. Et on arrivait à savoir, avoir des nouvelles. Mais on ne savait pas, nous, on ne savait pas, ils ne nous avaient pas dit. C'était un petit collectif qui connaissait ce poste. Parce qu'il y avait des fouilles de temps en temps, il y avait des perquisitions dans les baraques à tout moment pour savoir s'il y avait des outils, parce que les hommes faisaient des petits objets. Les femmes, nous, on avait barboté des sacs de couchage. Et comme on n'avait pas de vêtements, on avait fait des vêtements dans certains sacs de couchage qu'on avait découpés. On coupait des bouts de couverture pour se faire des chaussons. Vous voyez? Alors on faisait tout un tas on faisait des travaux de couture. On avait récupéré une lessiveuse. Et alors pour laver notre linge, on avait trouvé un espèce de feu on avait allumé du feu dehors, vous voyez, et on mettait cette lessiveuse à bouillir. Puis un jour, le lieutenant n'était pas content qu'on ait fait ça, il a donné un coup de pied dans la lessiveuse. Vous voyez, c'était des choses mesquines, des petites choses qui se faisaient comme ça. Alors le 20 octobre 1941 se produit un événement qui va avoir des conséquences sur l'ensemble des prisonniers de ce camp. Le commandant Karl Holz est assassiné par 3 résistants communistes et les autorités allemandes décident en représailles de faire fusiller 50 Français. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Pucheux, qui est du gouvernement de Pétain, décide de les substituer à 27 prisonniers communistes qui sont dans le camp de Châteaubriand. Ils seront fusillés 2 jours plus tard, le 22 octobre 1941. Guy Moquet est l'un d'eux, il est âgé de 17 ans. J'imagine qu'à l'époque, vous avez tous dû être bouleversés par ces événements. C'était le 22 octobre. Ce jour-là, plus exactement, Guy Moquet nous fait appeler à la barrière. Enfin, il était avec un groupe de jeunes et moi, je faisais un devoir d'espagnol. Je ne sais pas pourquoi j'avais appris l'espagnol. Je faisais un devoir d'espagnol et mes camarades viennent me chercher. Elle dit, Guy t'appelle à la barrière, il dit que tu viennes le voir. Je dis, pourquoi j'irai le voir? Je dis, moi, je finis mon devoir. Puis finalement, il y a une camarade, elle revient, elle me dit, reviens le voir. Elle dit, tu sais, il voudrait que tu viennes absolument à la barrière. Alors je suis venue à la barrière, il m'a dit, il se passe de drôles de choses. Je dis, pourquoi des drôles de choses? Il me dit, parce que Jean-Pierre Timbaud avait réussi à passer dans sa barrière, parce que Pucheux, Chassagne les avait fait mettre dans une baraque spéciale qui s'appelait la baraque 19. Et alors, Guy avait certainement appris quelque chose, mais nous, on ne savait pas. Alors je lui dis, toi, tu es pessimiste, tu vois toujours des choses bizarres. C'est tout, c'est la dernière parole, vous voyez, qu'on a pu se dire. Et le lendemain, le matin se passe, la matinée se passe, et à 13h exactement, on est enfermé dans les baraques. Tout le monde, tous les gendarmes gardent les baraques, et les miradors sont, au lieu d'être gardés par des gendarmes, sont gardés par des Allemands, des SS qui viennent, qui occupent les miradors. Et à 1h30, ils amènent un fusil mitrailleur au milieu du camp. Et nous, enfermés dans les baraques, complètement sans pouvoir sortir, on était gardés à chaque porte. Et alors, on avait un espèce de tambour, ce qu'on appelait un tambour, une porte qui faisait tambour. Et en haut, il y avait une espèce de lucarne. Et on a une de nos camarades qui est montée, on lui a fait la courte échelle, elle est montée sur cette lucarne. Et elle nous dit, elle dit, je vois les hommes de la baraque 19 qui descendent. Alors, ils descendaient parce que le camp métro était légèrement en pente. Elle dit, je vois Jean-Pierre Timbaud. Jean-Pierre Timbaud avait toujours une pipe et une casquette. Une pipe qui n'était jamais allumée parce qu'il n'avait pas de tabac. Mais enfin, elle dit, je vois Jean-Pierre. Il dit, il nous fait un signe de la main en passant devant la baraque. Et puis, ils sont passés devant notre baraque et ils les ont emmenés dans des camions. Mais c'est tout, nous on était constamment enfermés. Puis au bout d'un moment, on dit on ne peut pas rester comme ça, on va voir ce qui se passe, faut qu'on sorte, mais on était empêchés. Puis après, on a entendu la Marseillaise.
Et c'était les gars qui partaient, qui étaient embarqués dans les camions et qui partaient. Alors on a bousculé les gendarmes, on est tous sortis. Tous les 600 gars sont sortis du camp P1, du camp P2, y compris les droits communs qui étaient dans le camp P3. Et on a chanté la Marseillaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas chanté, on a hurlé la Marseillaise. Vous voyez, cette Marseillaise que je ne peux plus entendre chanter, même dans les cérémonies officielles, vous voyez, ça me rappelle le départ de ces gars-là. Et alors, quand on a chanté cette Marseillaise, après, ils avaient été enfermés dans une baraque avant pour écrire leur dernière volonté, enfin leur dernière lettre. Et dans cette baraque, on avait une femme qui était avec nous qui s'appelait Marie Kérivel. C'était la femme d'un pêcheur breton. Et elle avait été arrêtée, elle, avec son mari également. Mais elle était dans une baraque, dans la baraque des femmes. Et ils ont permis qu'elle vienne dire au revoir à son mari. Et cette femme, c'est cette femme qui, en partant, elle a dit « Vous n'avez pas honte de fusiller un gosse comme ça, prenez-moi à la place de ce gosse, ma vie est finie. » Alors ils l'ont envoyée dans la baraque, vous voyez, et elle est repartie comme ça. Et cette femme, elle s'est affalée, vous voyez, parce que bon, c'est dire au revoir à son mari comme ça quand on sait qu'il va être à la mort. Et alors, ils ont écrit sur les planches de la baraque des mots d'ordre, et ils ont écrit sur leurs genoux, sur des bancs, les lettres à leur famille. Et ils ont, le commandant du camp avait fait venir un curé. Et c'était le curé de Châteaubriand n'a pas voulu venir. Et c'est le curé d'un petit patelin à côté, Bléré, qui est venu, un type formidable d'ailleurs, qui a dit, voyez, je sais que vous n'allez pas, vous ne partagez pas mes opinions, mais enfin, mais vous n'êtes pas catholique, etc. Mais enfin, je vous admire et je suis entièrement avec vous. Et les hommes ont donné leur dernière lettre à cet abbé, vous voyez, qui était là, qui d'abord n'a pas pu les accompagner à la carrière parce que les Allemands l'ont interdit, mais quand il est sorti, il est allé dans une famille qui était très pieuse de Châteaubriand et il a expliqué, il a dit jamais j'ai vu des gens aussi courageux. Il dit, ils sont partis à la mort, il dit vraiment... Mais lorsque vous avez appris qu'ils avaient tous été fusillés, vous avez dû être bouleversé, vous-même qui vous voyez, on est sorti pour faire l'appel des morts. Et nous, on a pensé que c'était uniquement les 19 qui étaient dans la baraque. 19, c'est le moment de dire. Alors qu'en réalité, ils avaient pris les 19, mais ils avaient pris aussi des jeunes et des intellectuels dans les autres baraques du camp P2, dont Guy Moquet. Et quand Guy est sorti de sa baraque, de sa baraque, et, les gars qui étaient avec lui, les jeunes, nous ont expliqué, on aurait dit qu'il sentait que c'était lui. Quand il s'est levé, il avait bien rangé sa place, il est passé, et les gars, vous savez, quand on vit ensemble comme ça pendant un certain temps, ils n'avaient pas de mots, ils ne savaient pas quoi dire, les Allemands étaient à l'intérieur, tout ça. Alors il y a un gars qui s'appelait Santu, qui était de machin, il a dit « Courage mon gars ». Et puis lui, il a dit, allez, au revoir les copains. Et puis, quand il est parti devant de sa porte, de sa baraque. Et à ce moment-là, il est rentré dans cette baraque désaffectée, écrire ses lettres, voyez-vous. Et alors, la fameuse petite lettre qu'il m'a écrite, c'est « Ma petite Odette, je vais mourir. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Une caresse de ton camarade qui t'aime, Guy. Alors, mon dernier salut, embrasse Marie, et toutes. Mon dernier salut à Roger Rinaud, la famille et Jean Mercier. » Alors Marie Bréchet, c'était une femme qui était dans notre baraque. Et cette femme, pendant un mois avant, elle avait appris que son mari avait été guillotiné dans la cour de la santé. Et son mari, c'était le secrétaire à Prosper Moquet, le père à Guy. Alors, quand Guy a retrouvé Marie, c'était vraiment vraiment, il était très heureux de la retrouver. C'était un lien avec sa famille, parce que Guy aimait beaucoup son père, sa mère et son petit frère. Vous voyez, il me parlait souvent de son petit frère Serge, qui est mort d'ailleurs par la suite. Vous voyez. Avec le temps, la résistance a perdu la place prééminente qui était la sienne dans la mémoire collective. Et aujourd'hui, Guy Moquet revient dans l'actualité. Pourquoi les multiples citations de Nicolas Sarkozy concernant Guy Moquet vous ont choqué? Ça m'a choqué parce que il s'était servi d'ailleurs dans ses meetings électoraux, d'ailleurs plusieurs fois, de Jean Jaurès, de Gambetta et de Guy Moquet.
Et moi, je suis intervenue dans un journal pour dire que je ne comprenais pas pourquoi il se servait de la mémoire de Guy Môquet, qui était loin de ses opinions personnelles. Oui, est-ce que vous avez déclaré que les valeurs de Nicolas Sarkozy Voilà. n'ont rien à voir avec celles des résistants Voilà, ces et des valeurs. résistants communistes? Voilà. Pourquoi- Les valeurs n'avaient rien à voir et je ne sais pas pourquoi il l'a utilisé, par démagogie ou pour se servir. Parce que, vous voyez d'ailleurs, il y a quelque chose de bizarre, parce que quand il est allé à la cascade du Bois de Boulogne, il nous a invités à deux, Jacqueline Timbaud et moi-même. Et on a été invités, mais ça veut dire, venez pas, et on a reçu la lettre le lendemain. Vous voyez ? Et vous dites que vous m'avez dit que la lettre avait été affranchie et donc elle avait bien été Oui, postée la lettre le affranchie lendemain. qui avait été mise, j'ai gardé l'enveloppe d'ailleurs, elle a été mise le lendemain, vous voyez, de la cérémonie. Donc on ne souhaitait pas que vous veniez. Donc, voyez-vous, ça voulait dire, on vous invite, mais venez pas. Mais ne pensez-vous pas que c'est le rôle quand même du chef de l'État Oui. de transcender les clivages politiques et d'embrasser toutes les références de l'histoire de France? Mais on peut pas être contre qu'il ait demandé cette chose, hein, c'est pas mal. Seulement, par contre, voyez-vous, moi ce qui m'a fait surtout sursauter, c'est quand je l'ai vu avoir la larme à l'œil, M. Guy Môquet, alors qu'il a flanqué les petits enfants, il les a renvoyés dans leur pays, qu'il a pris les émigrés dans leur pays, vous voyez, qu'il les a mis dans des charters, etc. Je dis là, il n'a pas pleuré, là, oui. Vous pensez qu'il y a une simple instrumentalisation de Guy Voilà, Môquet pour des fins politiques? c'est utilisé politiquement parce que la lettre de Guy Môquet, elle est très belle à ses parents, vous voyez. Mais maintenant, cette lettre, pour l'utiliser, si on veut utiliser cette lettre, il faut expliquer, il faut que les enseignants ils expliquent aux enfants qui étaient ces jeunes, parce qu'il y a Guy Môquet, mais il y a des tas de jeunes qui sont morts comme ça à la cascade du Bois de Boulogne, normalement, parce qu'à la cascade du Bois de Boulogne, on avait une de nos camarades qui était au camp de Chateaubriand avec nous, dont le fils a été fusillé, est mort à la cascade du Bois de Boulogne, vous voyez. Alors justement, vous approuvez la décision de faire lire chaque année dans les écoles, en début d'année scolaire, la lettre que Guy Môquet a écrite avant sa mort. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à la jeunesse de lire? Dans la mesure où on explique quelles étaient les valeurs pour lesquelles ils sont morts, vous voyez. Dans la mesure où on explique. Et je crois qu'il y a déjà certains enseignants qui ont expliqué ces choses-là. Mais il faut absolument, nous, voyez-vous, à notre amicale de Chateaubriand, on sort un 4 pages qu'on veut diffuser un peu partout avec la vie de Guy Môquet, ce qu'il était, etc. Les valeurs pour lesquelles il a été arrêté, pour lesquelles il est mort. Certains enseignants s'opposent à la lecture de cette lettre. Ils estiment que les enfants n'ont pas toutes les cartes en main pour saisir et comprendre le sens qu'il faut donner à cette lettre. Mais c'est vrai que si on n'explique pas aux enfants, c'est difficile. Tout dépend de l'âge aussi, hein, parce que à partir de quel âge, il a parlé dans des collèges, et les collèges, bon ben, ça commence à 6e, c'est des gosses de 11 ans hein, qui sont à peu près dans ces collèges, 10-11 ans. Bon, à 10-11 ans, ben, c'est difficile de pouvoir connaître ces choses-là. Mais là, moi, je crois qu'il faut absolument qu'on donne des arguments aux enseignants. Et c'est ce que notre 4 pages va essayer de faire dans nos comités, à distribuer partout où on pourra. Madame Nines, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, notre magazine C'était hier se termine. Merci de nous avoir suivis sur TVM Est Parisien. À bientôt.